Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur cette chaîne où on va parler du grand mensonge du pétrole fomenté par Monsieur Rockefeller au siècle dernier. Alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. Une première partie où je vais vous présenter rapidement Monsieur John Davidson Rockefeller. Également, je vais vous parler de l'origine réelle du pétrole et avec des faits de scientifiques qui ne sont pas, on va dire, au service de l'État profond. Et je vais vous parler également de l'origine du pétrole au niveau spirituel. Dans une deuxième partie de la vidéo, vous trouverez une interview qui dure à peu près 8 minutes du colonel Fletcher Poutry. Vous verrez qui est ce monsieur, hein. C'est un ancien colonel qui était responsable des opérations spéciales près des chefs d'état-major à l'époque sous Kennedy. Donc vous verrez ce qu'il déclare par rapport au pétrole. C'est très intéressant et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour prendre conscience de la vérité et surtout de la manipulation du mensonge dont nous sommes victimes depuis des décennies. Alors avant tout, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que vous trouverez dans le descriptif et dans le message épinglé des sources que j'ai mises pour que certains d'entre vous aillent vérifier ce que j'avance. Parmi ces sources, vous trouverez un site qui parle de la terrible fenêtre d'Overton. Alors ça, c'est un lien intéressant. C'est pour vous montrer comment les masses sont manipulées par ceux qui nous dirigent et ça se passe en cinq étapes. En fait, c'est un chercheur espagnol qui a, on va dire, qui a creusé ce sujet et qui a partagé en fait l'analyse qu'il a faite sur cette manipulation. Donc allez la voir, vous allez voir que vous allez comprendre comment on manipule les masses et surtout comment on leur fait accepter des thèmes qu'ils n'auraient peut-être pas acceptés sans cette manipulation. Par exemple, des mouvements LGBT, le cannibalisme ou autre. Enfin, vous verrez. Vous verrez également en partage un article très intéressant qui concerne la pénurie, les pénuries que nous vivons actuellement, les crises énergétiques. Vous verrez que ce sont des crises en fait qui sont planifiées, donc qui ne sont pas on va dire contextuelles, qui sont plutôt factuelles. C'est planifié depuis 2020, en tout cas certainement bien avant, mais en tout cas ça a été mis en place à partir de 2020. Vous savez qu'en 2020, eh bien, notre monde a changé un petit peu d'époque, hein. On a changé de monde avec ce Corona Circus. Et vous verrez comment tout est planifié depuis 2 ans et que tout ce qui arrive n'est pas un hasard et surtout n'est pas lié à des événements contextuels tels que par exemple la guerre en Ukraine. Vous trouverez après d'autres articles intéressants que je vous je vous invite plutôt à aller voir qui concernent les sources et les déclarations de certains scientifiques qui ne sont pas, on va dire, au service de l'état profond et de leurs conclusions par rapport à la réalité de l'origine du pétrole. Vous allez voir que c'est très intéressant. Donc je vous invite également à aller consulter ces sources-là. Je vais vous demander de bien vouloir méditer, si vous le souhaitez, sur les 3 citations que je vais vous citer. La première, elle est un peu connue. Il est plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Ça, c'est quand l'ego nous tient. La deuxième, elle est de Monsieur Harari. Alors si certains ne le connaissent pas, c'est le bras droit de Klaus Schwab du Forum économique de Davos, qui lui, je vous laisse écouter ce qu'il déclare. Science is not really about truth, it's about power. Donc si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, je vais vous le traduire. En fait, il dit la science n'est pas une question de vérité, mais la science est une question de pouvoir. Je vous laisse méditer sur cette citation. Celle-là, elle résume bien des choses dans lesquelles nous vivons depuis plusieurs décennies. Et enfin, la dernière citation, c'est la rareté. Alors la rareté qui permet de faire gonfler les prix entraîne forcément la dépendance et la dépendance mène au contrôle. Là aussi, je vous laisse réfléchir sur cette citation qui est
d'actualité avec tout ce que nous vivons depuis plusieurs dizaines d'années et notamment depuis 2 ans et là actuellement avec l'énergie. John Davidson Rockefeller, un nom connu de tous, qui a fait fortune grâce à l'or noir, qui a créé son entreprise en 1870, la Start Oil, connue aujourd'hui sous le nom de Esso, qui va absorber très rapidement la concurrence pour finalement, en 1900, donc soit 30 ans plus tard après la création de son entreprise, avoir 90% du monopole de la production de pétrole aux États-Unis. Au départ, le pétrole n'était pas utilisé comme carburant, c'était un lubrifiant qui était utilisé notamment dans les chemins de fer. Il faut savoir que pour gagner de l'argent, Rockefeller ira même jusqu'à fabriquer des remèdes miracles de santé à base de pétrole. Mais là où ça va devenir intéressant pour lui, c'est grâce à la révolution industrielle quand le pétrole va devenir un carburant. Il lui faudra juste trouver un subterfuge pour mettre un prix sur un liquide qui est abondant. Et pour cela, il va profiter d'une aubaine en 1892 lors d'une convention, une réunion de scientifiques à Genève sur le thème des substances organiques où il va payer une poignée de scientifiques pour aller colporter, je mets ça entre guillemets, la bonne parole. La bonne parole, quelle est-elle? Eh bien que le pétrole serait composé de matières organiques comme l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, la décomposition organique liée à la fossilisation des végétaux et des animaux, et qu'il faudrait plusieurs millions d'années pour que cette substance se constitue. Une fois la bonne parole passée, la communauté internationale scientifique va admettre ce mensonge et ça va être inscrit également dans les livres de sciences. Le pétrole va donc devenir une ressource fossile. Qui dit ressource fossile dit ressource rare, dit ressource épuisable et forcément, si c'est épuisable, ça a un coût. Cela va permettre à Rockefeller de faire fortune et de contrôler la production de pétrole en ayant le monopole aux États-Unis, mais également d'en contrôler le prix. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il se lance également dans la finance en tant que banquier et avec quelques amis industriels, riches industriels, ils vont fonder la Banque centrale américaine en 1913. Alors c'est vrai qu'il y a très peu, voire pas d'informations sur qui sont les fondateurs de la Fed, qui, je vous rappelle, à l'époque, pour ceux qui ne le savaient pas, était impopulaire. Les Américains ne voulaient pas de cette banque. Et pour les tromper, ils l'ont appelée la Réserve fédérale américaine. La suite, on la connaît, l'endettement et également le contrôle par la finance des États, etc., etc. Si on ne connaît pas les fondateurs, par contre, en y regardant à deux fois, on peut regarder qui sont les actionnaires de la Fed. Et là, on retrouve des noms très connus comme JP Morgan, qui à l'époque avait le monopole du cuivre et qui a distribué l'électricité par les fils. Et là, je fais référence notamment à Nikola Tesla, qui lui avait découvert ou redécouvert l'électricité sans fil. On retrouve également des noms comme Rothschild, comme Goldman Sachs et d'autres. Et en fait, ces riches industriels se sont regroupés pour contrôler d'abord les États-Unis financièrement, puis avec le temps, le monde. John Davidson Rockefeller prend sa retraite en 1896 et c'est son fils du même nom, John Davidson Jr., qui prend la relève et qui lui va plutôt s'orienter vers l'industrie pharmaceutique, notamment en s'accaparant une grosse partie même de l'entreprise nazie du nom d'I.G. Farben. I.G. Farben qui, pour ceux qui ne le savent pas, a financé la montée d'Hitler et qui est spécialisé dans tout ce qui est élaboration de produits chimiques.
D'ailleurs, on pourrait ouvrir une parenthèse pour ce qui s'est passé dans les camps de concentration pendant la guerre. Non pas que je veuille mettre en question l'Holocauste ou autre, mais on pourrait se poser la question, et ce serait bien pire, si finalement les gens qui étaient dans les camps de concentration n'ont pas servi de cobayes humains pour la progression de la science chimique de la part d'I.G. Farben. Toujours est-il qu'après la fin de la guerre, certains nazis ont été emprisonnés, certains responsables notamment de cette société. Après le procès de Nuremberg, cette société a été démantelée en plusieurs entités. On retrouve notamment BASF et Bayer, pour les noms bien connus. Et il faut savoir que le fils de John Davidson Jr., Nelson Rockefeller, qui en 1952 est ministre des Affaires étrangères, va utiliser de sa notoriété et également de son pouvoir pour faire libérer des nazis condamnés par le procès de Nuremberg. Et ces nazis-là vont retourner dans leur pays en Allemagne et occuper des postes à haute responsabilité dans l'administration et également chez les magistrats. Si vous ne me croyez pas, eh bien, je vous demande simplement d'aller faire vos recherches en Allemagne et vous allez découvrir que après-guerre, 60% des postes allemands d'importance, les hauts postes de fonctionnaires, de magistrats et d'autres, sont occupés par des nazis. Allez faire vos propres recherches et vous verrez. Donc vous voyez un petit peu l'importance qu'a eu cette famille Rockefeller, comment elle a tissé sa toile. C'est-à-dire qu'ils ont également, se sont diversifiés également dans plusieurs domaines technologiques, dans l'aviation par exemple, et puis d'autres, pour finalement avoir le contrôle aujourd'hui des principales activités qui dirigent notre monde. Ce qui est incroyable avec cette énergie fossile, le pétrole, c'est que l'offre arrive toujours à compenser, ou à contenter plutôt, la demande. Vous prenez par exemple dans les années 70-80, où l'industrialisation chinoise a explosé, très gourmande au niveau du pétrole, eh bien les demandes du pétrole ont augmenté d'une manière exponentielle et l'offre a toujours suivi cette demande. C'est quand même un paradoxe pour un produit, un liquide, une énergie qui est considérée comme fossile et épuisable. Pendant la guerre froide, des chercheurs russes et ukrainiens devaient trouver un moyen pour la Russie pour être autonome au niveau du pétrole. Ils ont fait donc des recherches et de leurs recherches, ils ont poussé les forages à aller plus loin sous terre, jusqu'à environ 10 km. Et c'est là qu'ils ont trouvé énormément de couches de pétrole disponibles. Et des recherches récentes de la part de Suédois, des chercheurs de l'Institut royal de technologie, le KTH de Stockholm, ont réussi à prouver en fait que les fossiles d'animaux et de plantes ne sont pas nécessaires à la production de pétrole brut et de gaz naturel. Alors bien sûr, ce sont des découvertes révolutionnaires, car cela signifie que le pétrole est abondant et le monopole pétrolier tombe à l'eau. Vladimir Kucherov, qui est un de ces chercheurs suédois, ajoute qu'il est impossible que le pétrole soit issu des fossiles de décomposition végétale et animale, car à cause de la gravité et d'autres forces, il n'est pas possible de trouver du pétrole à moins de 10 000 mètres sous terre. Or, on arrive à en trouver. Et d'ailleurs, les fossiles qui ont été découverts les plus profonds sous terre sont à 5 km. Donc vous voyez un petit peu l'incohérence de la théorie du pétrole fossile et de la profondeur où on peut arriver encore à trouver du pétrole. Des expériences qui ont été dirigées par Vladimir Kucherov, ils ont montré que dans des conditions extrêmes de chaleur et de pression, il est possible de convertir l'oxyde de fer, le carbonate de calcium
de l'eau en méthane, des hydrocarbures contenant jusqu'à 10 atomes de carbone étant produits par des scientifiques russes au siècle dernier et donc confirmés par des expériences américaines récentes. L'absence de grandes quantités d'oxygène gazeux libre dans le magma empêche les hydrocarbures de brûler et donc de former la molécule de dioxyde de carbone à l'état énergétique inférieur. Les conditions présentes dans le manteau terrestre seraient facilement suffisantes pour que ces chaînes d'hydrocarbures se polymérisent en molécules à chaîne plus longue que l'on trouve dans le pétrole brut. En résumé, le pétrole est abiotique, il n'est pas biotique, et comme il est abiotique, c'est un produit qui se renouvelle d'une manière naturelle et qui ne met pas des millions d'années pour le faire, puisque c'est un renouvellement qui est perpétuel. Cela veut dire tout simplement que le pétrole est abondant, et le pétrole, c'est le deuxième liquide après l'eau le plus abondant sur Terre. Au niveau spirituel, l'explication de l'existence de l'abondance du pétrole est relativement simple. En fait, c'est le recyclage de l'énergie négative présente dans l'atmosphère par les végétaux, et notamment les arbres, par l'intermédiaire du carbone. C'est-à-dire que cette énergie, elle va être recyclée sous terre, elle va être transformée en pétrole, et ce pétrole va être naturellement recyclé également en énergie positive. Ça veut dire tout simplement que le pétrole est une énergie négative, une énergie entre guillemets sale, que l'homme ne devrait pas utiliser, qui devrait être laissée sous terre pour laisser la terre faire son cycle de recyclage de cette énergie. Et il existe d'autres énergies que l'on peut utiliser pour se substituer au pétrole, mais comme cela a une valeur pécuniaire et surtout c'est un business qui rapporte énormément d'argent, eh bien ceux qui ont la main mise dessus n'ont pas du tout l'intention de l'abandonner. Vous croyez toujours que le pétrole est une énergie fossile, est une énergie épuisable, que l'on manque de pétrole, que les prix élevés sont normaux, qu'il est normal quand vous faites votre plein d'essence de payer le litre de gasoil 2,50 €, voire 3 €. La vérité, et c'est ma vérité, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais faites vos propres recherches, et je vous ai donné des liens pour ça. Il faut savoir que le pétrole est abondant, c'est le deuxième liquide le plus abondant sur Terre. Le pétrole est abiotique, et tout ce qu'on vous raconte depuis des dizaines d'années, ce ne sont que des mensonges pour vous contrôler par l'intermédiaire de l'énergie. Et ce qui est valable pour le pétrole est également valable pour l'électricité, le gaz et d'autres sources énergétiques. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, je vous laisse avec le colonel Fletcher Poutry qui va vous parler de la supercherie et de la manipulation du pétrole par Rockefeller. C'est une vidéo qui dure 8 minutes et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, au revoir. You mentioned in one of your last talks that petroleum wasn't what we thought it was, that it wasn't a fossil fuel, that it didn't come from fossil animal. Yeah. Is it just a mineral? Is it a mineral like any other mineral? Is that how it what would you say? What's the origin of You see, petroleum? when they first found petroleum, because they were beginning to make motors and needed on axles or wheels on railroad trains and all that sort of thing, and remember trains started in the beginning of the 19th century, then oil went from just a lubricant to a fuel, and it made it valuable. And Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time, but he made most of his money, or much of it, off the transport of the petroleum as well as selling it. But one thing they realized was
because oil is putting a price on oil is like putting a price on a pail of water. You know, no initial cost. It's in the ground, and in those days they were, some of it almost what you'd call surface mining the oil. They didn't go down deep. So in order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be scarce. That boy, after we take the next few barrels out, we're probably going to have to close as well. You know, that kind of thing. Well, a very fortuitous event. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine what organic substances are. Well, the definition of organic is a substance with hydrogen, oxygen, and carbon. And so it's usually a living substance, a tree. You analyze a dead tree, hydrogen, carbon, and oxygen, and grass, and so on, living things. Animals, we are hydrogen, oxygen, and carbon. So at this Geneva Convention, Rockefeller took advantage of sending some scientists over who said oil, petroleum, is hydrogen, oxygen, and carbon. Therefore, it must be derived from the spoiling, the rotting of formerly living matter. And playing the game properly, when this scientific convention was over, they defined oil as the residue from formerly living matter. Well, that makes it a fossil fuel. I don't know why they decided to use the word fossil, but it says formerly living matter, it's fossil. Well, of course, today, and another thing we should know is that there has never been a fossil, a real fossil, found below 16,000 feet. And you can't argue at 16,000 as a level line because someplace the ground sinks and so on. But 16 is what the scientists say, 16,000. We mine oil, or we drill for oil, at 30,000, 33,000, 28,000 every day of the week. So right there we rule it out that it isn't fossil fuel. It's called fossil fuel for the minds of the public to feel that it is an asset that is running out, being depleted. We talk about depletion allowance, which is a lot of, you know, and actually if you know the world's oil supply, you know that it is not going to run out for an awfully long time. It is the second most prevalent liquid on Earth. And we haven't begun to dig. Well, with all that background, you see, the people in charge of the petroleum business, for perfectly reasonable business things, like any other man in the business, wants to keep his price as high as he can get away with. And the way to do is just say, well, there's no more. With the last barrel is going to cost $1,000, and then it's all done. And they preach that stuff. What bothers me is that in geology books, it's in there. The geologists say it's a fossil fuel. They've been bought. I mean, I went to a 4-year federal staff energy seminar run by the government of the United States during the so-called energy crisis. I was the participant that represented the railroad industry. The airline industry was there. Every AA, administrative assistant of senators and congressmen, was there. The CIA was there. The Defense Department was there. The State Department was there. Sometimes sitting right in front of me in the row would be Henry Kissinger with his friend, the head of Department of Defense. It's too bad I can't put the names with them. But anyway, people like that, top men in the government, sitting there listening to the Federal Staff Energy Seminar. Well, what this was doing is for 4 years, they were teaching a propaganda line to the leading people in this country, and therefore to the leading people in the world, when you include the Schlesingers, Kissinger and Schlesinger, among others. And the object of it was, as Kissinger used in his own terms when it was time for him to speak, to create a world price for oil. In other words, not 30 cents a gallon here and 90 cents a gallon there, but let's get a world price. That's their goal, and they're trying to do that for wheat and everything else. We don't realize what the controls are, whether it's oil or some of these other things. Almost everything today is being categorized at the highest price they can possibly make it go. And so calling petroleum a fossil fuel is the basis
for this system with respect to petroleum. And I don't know if the name Arthur Kantrowitz rings any bell. Arthur Kantrowitz is the head of the Kantrowitz Labs set up by the AFCO company near Boston, Scientific Laboratories. And a great man in the scientific world. And Kantrowitz and I were sitting at a table at this seminar once, and the table happened to be all young college grad, PhD geologists. And so just to get a conversation started, I turned to Kantrowitz and I said, Arthur, what do you think about this foolishness of these speakers talking about fossil fuel? And it was kind of put up. He started laughing. He said, you know, that gets me. He says, I don't have a geology degree, but he had 1,000 other degrees. And he said, I don't understand. He said, you'd think that these heads, these other fellows at the table, we did it on purpose, start listening, you know. And he asked, he said, are you gentlemen? He says, you're here at the meeting. Are you gentlemen by any chance geologists? And one fellow, yes, I am. And the other, yeah. He said, well, why don't you tell me? He said, why is oil? You know, and he went on like that. We brought the house down because nobody could argue with Kantrowitz. He like Einstein. People aren't going to. And he told him right there. He said, just drop it. But it's in all the books and in all the papers. But it started from that strange meeting in 1892, a scientific convention. I have a big, thick scientific encyclopedia put out by the Divan Ostrand Company that's about 15 years old now, but it has the whole story of the conference. It doesn't have the Rockefeller part, but it has the whole story of how they straightened out organic chemicals and how it was all figured, and they've got petroleum right in there. Amazing. Amazing. So these aren't accidental things, you see. There's a dollar sign behind almost everything.